8h31 sur LCI. Mon invité ce matin, Raphaël Moraz. Bonjour à vous. Vous êtes ambassadeur chargé d'affaires d'Israël en France. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour. L'armée israélienne déclare ce matin avoir tué des dizaines de combattants dans la nuit après que des cellules terroristes dans le nord de la bande de Gaza notamment ont tiré des missiles anti-chars, fait exploser des engins explosifs et lancé des grenades, des combats très intenses. Comment qualifieriez-vous la phase que vit actuellement Tsahal, l'armée israélienne sur le terrain? À quelle étape est l'armée israélienne en ce moment? Donc nous sommes dans la phase 2, si on peut dire, d'intensification des activités sur le terrain. Et comme le Premier ministre Netanyahou a bien dit, ça va être une opération longue et dure. Longue et difficile. Et longue et difficile, voilà. Et c'est le cas parce qu'on ne veut pas faire des actions à la hâte. C'est une action plutôt minutieuse pour bien cibler les objectifs militaires et les hommes armés du Hamas, c'est ça l'objectif, en évitant toute perte civile, en appelant la population d'évacuer, ce qui est déjà le cas, mais pas tous malheureusement encore évacués. Et c'est pour ça que c'est une opération qui est lente, mais qui est bien sûr bien déterminée pour obtenir cet objectif d'éradiquer le terrorisme de la bande de Gaza. Et en même temps, il ne faut pas oublier, bien sûr, de libérer tous les otages qui sont tenus par le Hamas. On va en parler ensemble, évidemment. Longue et difficile, longue. Quelle temporalité mettez-vous derrière? Cela se joue en semaines, en mois. Naftali Bennett, ancien Premier ministre, parlait de 5 à 6 mois. Pour éradiquer l'objectif aujourd'hui de Tsahal et de l'armée israélienne, éradiquer le Hamas. Est-ce que c'est une temporalité J'ai aucune idée. Écoutez, je crois que personne ne sait. Ça dépend de l'évolution des combats, à quel point le Hamas va maintenir ses combats. Peut-être qu'ils vont se rendre. Et donc ça dépend de la nature des événements qui vont se faire sur le terrain. Il n'y a aucune idée. Je ne crois pas que quelqu'un a une réponse à cette question. Raphaël Moraz, vous parliez de ces civils palestiniens, tenter de les épargner. Malgré tout, oui. Il y a ce camp de Jabalia qui attire l'attention. La France et la communauté internationale se dit profondément inquiète de ces bombardements. L'ONU dit que cela pourrait constituer des crimes de guerre. On parle de près de 200 victimes dans ce camp de réfugiés qui abrite environ plus de 116 000 Palestiniens. Que répond Israël aujourd'hui à ces accusations ? Premièrement, il faut prendre avec beaucoup de prudence les données qui sont publiées par le ministère de la Santé du Hamas, autres institutions du Hamas, parce que ça fait dans le cadre de leur guerre des images et des paroles. Ils envoient n'importe quel nombre. On a vu dans le cas qui était avec l'hôpital de Gaza, il parlait de 500 morts et après ça se terminait avec 20, Parce que je rappelle 30. à nos téléspectateurs qu'en effet, les seules sources que nous avons, ce sont ceux du ministère de la Santé du Hamas, des chiffres qui proviennent uniquement de cette source. Tout à fait. Difficile d'avoir des informations contradictoires sur le terrain, vu l'absence de médias internationaux sur place. Malgré tout, des pertes civiles sont à déplorer. Des enfants, des femmes, des familles entières. Écoutez, je ne sais pas si c'est des familles entières. Ce que je peux te dire, que toute perte civile, n'importe quelle citoyenneté, quelle religion est regrettable. Et ce n'est pas le but de cette opération. En même temps, je dirais que renvoyer dos à dos les victimes sans tenir compte des intentions et du contexte serait un jugement erroné. Parce que on ne peut pas comparer le Hamas qui cible délibérément les civils et avec le Tsahal, l'armée israélienne, qui ne cible pas les civils et si ça arrive de manière tout à fait involontaire. Et c'est dans le cadre de la défense de notre pays, il ne faut pas oublier. Mais vous comprenez que ces images à l'international choquent profondément. L'ONU, encore une fois, parle d'attaques disproportionnées en s'attaquant à ce type de zone de ciblage avec un camp de réfugiés qui touche de fait des civils. Tsahal a reconnu avoir mené ses frappes, très clairement, et éliminé un chef du Hamas, Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l'attaque du 7 octobre. Est-ce que vous entendez ces critiques et vous entendez ces attaques de la part de la communauté internationale? Nous entendons très bien, et c'est la raison pour laquelle nous nous soumettons au droit international. Toutes les opérations se font selon le droit international et le droit humanitaire, et le fait que, comme vous avez mentionné, que la cible qui était touchée était une cible militaire du Hamas, et la
plupart des victimes sont des cibles légitimes qui font partie des hommes armés du Hamas et de l'infrastructure du Hamas. Donc nous entendons très bien, mais je suis convaincu, je sais qu'on prend toutes les précautions nécessaires. Depuis plus de 10 jours, on a lancé cet appel à la population d'évacuer et la plupart l'ont fait. Maintenant, la plupart l'ont fait dans des conditions parfois très compliquées et vous comprenez aussi certains Palestiniens qui souhaitent rester, qui ne souhaitent pas partir parce que considérant que c'est propre risque dans ce cas-là. Il faut bien le dire. J'ajouterais que certains sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas, qui tient toute la responsabilité totale de cette situation. C'est eux qui ont imposé une guerre et maintenant ils se plaignent des résultats de cette guerre. Donc il faut avoir un peu plus de discernement. C'est ce que vous appelez ce matin. Le président américain s'est dit inquiet aussi, favorable à ce qu'il appelle une pause afin de permettre aux prisonniers, il entend là les otages du Hamas, de quitter la bande de Gaza. Quelle est votre réponse à cet appel à une pause, à une trêve humanitaire, finalement, que réclament les alliés occidentaux notamment? S'il y a une véritable option de libérer tous les otages, sans distinction de citoyenneté, peut-être on pourrait discuter d'une trêve pour permettre cette libération. À ma connaissance, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le Hamas fait un chantage psychologique, mais n'a pas l'intention de les libérer. Et donc, il est hors de question pour le moment d'avoir une trêve humanitaire. Les convois humanitaires rentrent dans Gaza sans aucun problème. Il y a plus que 300 convois qui sont rentrés, 80 par jour. Sans aucun problème, dites-vous. Aujourd'hui, ce n'a pas été le cas les jours précédents. En effet, les convois humanitaires commencent à revenir, à rentrer. Il y a plus que 300 et c'est maintenant au rythme de 80 par jour. Et ça fonctionne bien. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Je dis ça. Vous parliez de ces otages, le dilemme des otages, justement. Oui. Plus de 200 otages retenus dans cette bande de Gaza. Et cette proposition, je ne sais pas si vous l'entendez de cet ordre-là, du Hamas, justement, d'échanger des prisonniers palestiniens, 5-6 000 hommes dans des prisons israéliennes contre ces otages, justement. Dans la population, on sent la colère monter de ces familles qui réclament effectivement à ce qui est une suite à cela. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Ça a été un nom ferme de Benyamin Netanyahou sur ce sujet? Il n'en est pas question? Écoutez, il n'en est pas question parce que, en fait, quelle est la conséquence de cette demande du Hamas? C'est qu'on libère 6 000 combattants qui vont joindre leur rang aussitôt qu'ils vont être relâchés des prisons d'Israël. Tous ces hommes qui sont dans les prisons d'Israël, c'est parce qu'ils ont commis des actes de terrorisme terribles. D'ailleurs, parmi ces 6 000, c'est ceux également qui ont été arrêtés par l'armée israélienne le 7 octobre. Donc, ils ont commis des actes contre l'humanité. Et maintenant, on leur demande de les relâcher pour qu'ils puissent continuer à lutter aux côtés du Hamas. C'est inconcevable. Personne n'accepterait ça en Israël, surtout les familles des victimes. Mais vous entendez la colère, la grande inquiétude forcément de ces familles, mais qui demandent à ce que quelque chose soit fait. Quand on entend Benyamin Netanyahou dire que tout sera fait pour libérer les otages, et quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on voit une forme de contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. L'opération militaire a comme but pour libérer les otages. Alors, bien sûr, on ne connaît pas tous les détails, il y a beaucoup de choses qui sont classifiées. Peut-être demain matin, on va avoir une cinquantaine ou peut-être tous les 240 libérés, on ne sait pas. Mais c'est dans la priorité de l'armée israélienne, c'est de libérer les otages. Se pose la question du rôle central aussi du Qatar dans la négociation de ces otages. On a interrogé TF1 LCI sur place à Doha, un médiateur. Faut-il vraiment compter sur le Qatar? Quel est le rôle aujourd'hui pour Israël du Qatar dans la gestion de cette crise? Alors le Qatar a un rôle essentiel parce que c'est un interlocuteur avec le Hamas et comme vous savez bien, les leaders du Hamas se trouvent à Doha, au Qatar. Ismaël Haniyeh d'ailleurs s'est exprimé depuis Doha hier, on reviendra sur ses propos, mais en effet je vous laisse terminer, pardonnez-moi. Voilà, donc le Qatar a un rôle essentiel. Maintenant la question est, est-ce que le Hamas est sincère dans ses déclarations et de son intention de libérer les otages? Moi, on a plutôt le sentiment qu'il essaie de gagner du temps et qu'il n'y a rien de sincère derrière ça. Vous semblez, en tout cas quand je vous écoute, plutôt pessimiste quant à l'issue de la libération possible de ces otages. Quel est votre sentiment profond de vous dire aujourd'hui, 2 novembre, que finalement, ils pourraient être sacrifiés?
Mon sentiment, c'est que le Hamas, qui utilise sa propre population comme bouclier humain, veut utiliser également les otages comme bouclier humain, parce qu'ils savent que ça compte beaucoup plus pour nous. Et donc, ils n'ont pas l'intention de relâcher ces otages. C'est mon sentiment. Donc, je ne suis pas trop optimiste à ce sujet. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que depuis maintenant 24 jours, on n'a aucune information sur ces otages, s'ils sont vivants, quel est leur sort. Et ça, c'est une chose qu'il faut exiger, c'est la visite de la Croix-Rouge internationale auprès de ces otages, parce que si on veut faire justement un échange, ou les relâcher, ou les libérer, il faut savoir de combien s'agit-il et dans quel état. Il y a une dernière vidéo montrant 3 femmes détenues, parlant à la caméra, vraisemblablement sous contrainte, mais sur le sort du reste des autres otages, vous n'avez aucune nouvelle quant à leurs conditions de vie? Non, rien, aucune information. Et pour les familles, c'est terrible. La situation dans la bande de Gaza inquiète la communauté internationale. Vous disiez que Tsahal, l'armée israélienne, prévient avant d'agir, prévient avant de bombarder. Aucun texte aujourd'hui international, dans le droit international, ne dit qu'un texto ou des messages finalement appelant à fuir donne l'autorisation de terrasser des milliers d'hommes et de femmes et de populations civiles, malgré tout. Ça, vous l'entendez? Il ne s'agit pas de donner une autorisation. En fait, ce qu'Israël fait, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qui est exigé d'après le droit international. Les forces alliées qui sont allées lutter contre l'État islamique en Syrie et en Irak n'ont pas fait cette pratique. C'est nous qui avons inventé, si on peut dire, cette pratique, justement, pour aller un pas au-delà et vraiment inciter la population et leur donner toute l'information que, voilà, une attaque est imminente. Veuillez évacuer les lieux parce que sinon vous risquez d'être victime. Donc, on est au-delà du droit international dans ce cas-là. Plus de 8000 morts, selon le Hamas, toujours, dans la bande de Gaza. Est-ce que, remettant en cause, finalement, la fiabilité de ces chiffres, peut-être que c'est beaucoup plus, peut-être que c'est beaucoup moins, est-ce que vous avez des remontées précises de l'armée israélienne, des autorités israéliennes, quant aux victimes dans la bande de Gaza? Non, je ne pense pas. Écoutez, même dans les chiffres qui sont même publiés par le Hamas, on ne sait même pas, supposons qu'ils étaient vérifiables, et on ne sait pas combien parmi eux ce sont des hommes armés du Hamas, combien ce sont des victimes de leurs tirs manqués qui ont fait des victimes dans la bande de Gaza, et combien ce sont des gens qui sont morts d'une mort naturelle. Donc ce sont des chiffres qui de toute manière sont invérifiables, et donc je ne peux pas discuter sur ces chiffres. Et je ne pense pas que nous, de notre côté, on a les chiffres exacts. Que vous ont évoqué les propos du président français hier, Emmanuel Macron, qui dit détester ce débat sur la valeur des vies juives et des vies palestiniennes, plaidant pour avant tout protéger tous les civils et d'abord les civils. Je suis d'accord. Enfin, effectivement, le but, c'est de protéger et d'épargner tous les civils tant que possible, mais sans pour autant lâcher l'objectif de la guerre et de notre défense, c'est éradiquer le Hamas. Donc, effectivement, c'est un jeu, si on peut dire, très, très délicat. Mais je sais que le président de la République française comprend très bien qu'Israël prend toutes les mesures nécessaires, et c'est pour ça qu'il rappelle que l'Israël a le droit de se défendre tout en respectant le droit international. Hier, près de 400 personnes se trouvant dans cette bande de Gaza ont pu être évacuées pour rallier l'Égypte via le terminal de Rafah. L'Égypte qui annonce ce matin qu'elle va aider à évacuer un peu plus de 7000 étrangers, toujours via ce poste de Rafah. C'est une décision que vous saluez, vous appelez à ce que ce poste soit ouvert en permanence pour que les populations civiles puissent quitter la bande de Gaza? Oui, c'est une bonne nouvelle, ce qu'on a déjà fait appel depuis assez longtemps. Il faut ouvrir la frontière pour permettre d'évacuer non seulement les étrangers, je pense, pourquoi pas la population civile. Ce serait beaucoup plus facile à rendre toute l'aide humanitaire du côté égyptien dans des camps ou qui seraient montés par les organisations humanitaires. Comment comprenez-vous finalement ce changement d'attitude de l'Égypte qui, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'est montrée très ferme quant à la fermeture de sa frontière et qui aujourd'hui paraît plus allante, en tout cas plus ouverte à laisser ouvert ce poste de Rafah?
Ben, je crois qu'il y a eu des pressions de la part de plusieurs pays qui ont des ressortissants dans la bande de Gaza, notamment la France, qui ont demandé voilà, d'ouvrir la frontière. Ils étaient hésitants, mais ils ont compris que voilà, on ne peut pas tenir une population en otage dans de telles circonstances. La crainte d'un embrasement dans la région, évidemment, est en question. Juste s'arrêter sur une autre flambée de violence moins visible, mais qui touche aussi les Palestiniens de Cisjordanie, pris pour cible notamment par des colons israéliens, condamnés là aussi par la communauté internationale. Que dites-vous ce matin ? Écoutez, nous condamnons toute attaque contre des civils. Ce n'est pas dans la politique d'Israël. Et Israël, c'est un État de loi. Certains disent que cela est fait avec la bénédiction de l'armée. Non, pas du tout. Non. Au contraire, l'armée est venue pour intervenir, pour éviter des attaques contre les Palestiniens. Je dis bien, c'est contre, pas seulement notre intérêt, c'est contre notre valeur. Nous avons l'obligation de protéger tous les citoyens en Israël et en Cisjordanie, et c'est ce que l'armée fait. Et nous avons condamné ces actes qui sont qui sont faits par des extrémistes. Il s'agit de quelques incidents, moins de 10, mais c'est déplorable et nous le condamnons. Vous le condamnez. Craignez-vous la prise de parole du chef du Hezbollah demain ? Le risque d'un embrasement, je le disais, dans la région est réel. Que craignez-vous qu'il annonce la politique du pire, la politique du chaos si le Hezbollah entrait directement dans ce conflit ? Je ne suis pas trop impressionné par les discours, les propos du chef du Hezbollah. Moi, je suis plutôt concerné des faits et des actions qui sont prises. Il faut faire tout pour écarter le risque d'un embrasement dans la région, le long de la frontière avec le Liban. Ce serait désastreux pour le Liban, premièrement. Et je crois que ce serait très grave pour toute la stabilité de la région. Et je pense que le gouvernement libanais comprend très bien et exerce les pressions sur le Hezbollah. Maintenant, quelle déclaration il va faire, je ne sais pas. Je sais que sur le long de notre frontière, il y a tous les jours des accrochements, des échanges de tirs. Des tirs de roquettes également. Également, voilà, c'est ça, même des incursions. Pour le moment, c'est... Une partie de la population israélienne de cette zone a d'ailleurs été en partie évacuée. Tout à fait, oui, des milliers ont dû évacuer. Et on espère que ça ne va pas aller plus grave que ça. Je pense que le Hezbollah, sa stratégie, c'est de maintenir une tension, mais sur un feu bas. Un peu pour dire au Hamas, voilà, nous faisons notre contribution dans cette lutte. Mais le risque, c'est d'une miscalculation ou un tir de roquette qui va mal tomber, qui va faire 50 tués en Israël. Dans ce cas-là, la riposte va devoir être beaucoup plus ferme et beaucoup plus dure. Et on peut, voilà, sans qu'aucun des deux côtés a choisi, mais rentrer dans une escalade beaucoup plus grave. Avant d'en venir à la situation en France, la recrudescence d'actes antisémites, juste une rapide question sur la volonté aujourd'hui du gouvernement israélien de diffuser ces images de cette attaque du 7 octobre. Il y a eu des montages faits, des images qui ont été finalement compilées, notamment diffusées à certains députés de la Knesset hier. Certains sont sortis de la diffusion de ce film complètement bouleversés. Il y a un devoir aujourd'hui de montrer ces images. Je crois que c'est très important de témoigner pour comprendre pourquoi Israël se lutte aujourd'hui. Et puis aussi, quand on dit plus jamais, montrer que non, malgré ce qu'on dit et ce qu'on croit. Malgré l'horreur des images. Voilà. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est diffusé pour le grand public, bien sûr, c'est intenable, mais pour les journalistes et pour les décideurs de comprendre voilà, l'ampleur de ce qui s'est passé il y a 24 jours. Et parce qu'on a tendance, dans les médias aujourd'hui, d'oublier très rapidement les effets. Et donc, je crois qu'il est important de rappeler, voilà, et de montrer, de témoigner. Témoigner et rappeler, en effet. Je le disais, en France, selon le ministère de l'Intérieur, depuis le 7 octobre, plus de 850 actes antisémites ont donné lieu à 425 interpellations. 857, c'est plus en 3 semaines qu'en un an l'année dernière. Dans un métro, hier, des chants antisémites ont été filmés par une jeune fille. Le parquet de Paris a confirmé avoir ouvert une enquête. Quelle est votre réaction quand vous voyez la multiplication de ces actes antisémites, vous, ambassadeur d'Israël en France ? Écoutez, je trouve ça très inquiétant. Et c'est déplorable, bien sûr. Moi, ça me fait rappeler les années 30, la nuit de cristal que nous allons, dans quelques jours, parce qu'en effet, des marquer. étoiles
Des étoiles de David ont été inscrites au pochoir sur plusieurs immeubles de la région parisienne et à Paris. Oui, voilà. Alors, c'est très différent des années 30, dans le sens que ce n'est pas encouragé par le gouvernement, et le gouvernement est très ferme pour lutter contre ces actes. La réponse du gouvernement français vous satisfait ? Je crois qu'elle est... Oui, je suis confiant. Toutes les mesures sont prises et le gouvernement français est très vigilant et fait tout vraiment pour éviter une escalade dans ces actes déplorables. Et vous appelez à la vigilance. Voilà. Oui, tout à fait. Faites attention. Oui, il faut être vigilant. Voilà. Après, chacun, selon son propre jugement, va décider quelles mesures de prendre, mais on ne peut pas continuer comme si rien ne se passe. Il faut être vigilant. Vigilance. Raphaël Moraz, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.